Mais c'est sans arrêt une gestion de risque. Parfois, on va prendre des risques parce qu'il faut traiter les malades. Parfois, on va diminuer l'intensité du traitement parce qu'on est dans une phase plus de stabilité de la maladie. Et donc, on peut décider de diminuer ou de ne pas traiter les patients. Et donc, cette balance, vous allez la revoir périodiquement dans l'exposé. C'est une gestion de risque. Quand est-ce que je vais donner tel ou tel traitement parce que je vois que la maladie est ou non évolutive. Alors, avant de parler de type de médicaments, quand on voit un patient pour la première fois, nous avons là aussi des grilles, des items, des paramètres qu'on va analyser pour savoir dans quel groupe d'emblée, lors de la première consultation, le patient va se trouver. C'est vrai que les facteurs de meilleur pronostic sont le sexe féminin, les débuts chez les sujets jeunes, plutôt une névrite optique, plutôt une atteinte sensitive, pas de déficit moteur, un an sans pousser, peu de poussée dans les 5 premières années, et sur l'IRM, une charge lésionnelle, c'est-à-dire le nombre de tâches qu'on a vu tout à l'heure faible, moins de 10 lésions. Ça, ce sont des facteurs de bon pronostic. Ça va nous guider dans la réflexion, la décision du traitement chez ces patients, notamment à la phase précoce. Et donc, quand on a un malade, un jeune malade, nous, les jeunes malades d'Armadie, c'est moins de 5 ans. Eh bien, un jeune malade, on va regarder ces items, et c'est vrai que si tous les items sont remplis, on va vraiment discuter avec le patient, oui ou non, de démarrer un traitement. En sachant qu'il y a une possibilité de forme bénigne. Les formes bénignes sont définies par des patients sclérose en plaques, ayant 10 ans plus tard l'absence de gène à la marche, ce qu'on appelle le score EDSS inférieur à 3. Le score EDSS, vous avez dû sûrement entendre parler, c'est une échelle d'évaluation de 0 à 10. 0 est l'examen clinique normal, pas de gène, 10 le handicap majeur. Et c'est comme un compteur de vitesse, on va osciller entre 0 et 10. Et donc, une forme bénigne de la maladie, c'est une maladie au bout de 10 ans, qui a un score inférieur à 3, 3 étant la limite de gène à la marche. Ce qui est important, c'est que lorsque vous prenez ce groupe de patients bénins à 10 ans, vous rajoutez 10 ans de suivi, là ça commence à faire 20 ans, ce qui commence à faire beaucoup, 1 sur 2 va rester bénin. Et lorsque ce groupe à 20 ans, qui reste bénin, et continue d'être suivi 10 ans plus tard, 1 sur 2 va encore rester bénin. Ce qui est fait depuis l'affaire. Et donc, à chaque décade, s'il n'y a pas de gène à la marche, c'est un nouveau meilleur pronostic 10 ans plus tard. Donc ça, c'est très important pour modéliser le risque de décider ou non de traitement. Les poussées, c'est l'angoisse du malade. Est-ce que le malade a raison de s'angoisser sur une poussée? Oui et non. On n'aime pas qu'il y ait trop de poussées, et ça va être un de nos paramètres d'analyse, c'est-à-dire bien sûr de faire le moins de poussées possible. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque, après une poussée, de majoration de la gène de la maladie. Étude de Fred Lublin en 2003, qui a une dizaine d'années mais qui est très solide. En fait, dans la maladie, ici, vous avez les variations du score DSS, eh bien, c'est le nombre de sujets. 42% des patients vont avoir une augmentation du score DSS de 0,5 après une poussée. C'est-à-dire qu'un malade qui fait une poussée, à peu près 4 fois sur 10, moins d'une fois sur 2, risque 6 mois plus tard d'avoir un petit peu plus de gène à la marche. Donc ça veut dire que toute poussée ne va pas entraîner des séquelles, mais c'est quand même un risque d'avoir une petite séquelle supplémentaire. Donc vous voyez, 6 mois après, la route est longue. Cette maladie va vous accompagner pendant 20-30 ans. Et donc c'est vrai que la maîtrise des poussées, simplement sur ce risque de séquelles post-poussée, est une vraie question, et on essaye, bien sûr, sous le traitement, que les malades ne fassent pas des poussées. Une poussée n'est pas un événement dramatique. En même temps, c'est gênant, c'est angoissant. Mais pour nous, c'est un petit élément pronostic, car on sait qu'il y a un risque de majoration des séquelles post-poussées. Comment on évalue les séquelles post-poussées? Il faut se mettre 6 mois après le début du symptôme. Dans cette manière, on est toujours dans le temps. Les malades, souvent, ils lui demandent, à juste titre, au bout de 8 jours, d'être amélioré, etc. Une poussée, ça va durer 2-3 mois. Elle s'installe sur 3-4 semaines, et puis le temps que tout s'en aille, c'est 2 à 3 mois. Et en général, on se met 6 mois après. Et là, on regarde effectivement s'il y a eu ou non une petite augmentation des séquelles neurologiques. C'est ce fameux score DSS qu'on va compter, et donc, à peu près 4 malades sur 10 risquent d'avoir une augmentation des séquelles post-poussées. Troisième raison de maîtriser les handicaps, les poussées, c'est le handicap. Effectivement, ce qu'on sait, c'est que les patients dont le taux annuel de poussée est bas dans les 5 premières années ont moins de risques d'avoir un développement du handicap. Et donc, maîtriser les poussées, et surtout la première année, a un sens. Pas un sens dans les 3 mois,
il a un sens en fait à 15 ans. Et donc on voit tout doucement se décliner les décisions du coup de traitement, les critères d'analyse une fois qu'on voit le patient, de bons pronostics, sexe féminin, peu de poussée à travers les nez, il y en a avec peu de tâches, et puis l'évolution dans le malade au bout d'1 ou 2 ans, est-ce qu'il oui ou non, il a fait des poussées, combien de poussées, est-ce que c'est des poussées avec des séquelles. Toute cette modélisation va nous permettre de décider ou de voir si une maladie est à risque d'entraîner un trouble de la marche 10 ans plus tard ou non, et décider les traitements. Et ce qu'on sait également, c'est que moins de poussées dans les premières années va diminuer le risque de l'apparition de handicap 15 ans plus tard. Donc là, dans cette maladie, vous ne travaillez, c'est pas une infarctus du myocarde, vous ne travaillez pas à 1 mois. Dans cette maladie, on travaille à 15-20 ans. L'objectif, c'est que 15 à 20 ans plus tard, les malades aient le plus d'autonomie possible. Et donc c'est vrai, dans les 5 premières années, la maîtrise des poussées va favoriser un meilleur pronostic au long cours. Et on arrive dans des objectifs de stabilité de la maladie, traités ou non traités, avec ce qu'on appelle le NEDA. Alors le NEDA, c'est une abréviation américaine qui veut dire pas d'activité de la maladie. Comment on sait qu'une maladie n'est pas active? C'est la fameuse marguerite, avec en haut la clinique, pas de poussée, pas de progression de la maladie. Ça fait 1 an que je n'ai pas fait pousser, mon périmètre de marche est en train de changer. C'est ce qu'on va demander aux malades. Ou la vitesse de marche, je vais marcher les malades sur 10 mètres. En dessous, c'est l'IRM. L'IRM va être un deuxième outil qui va nous permettre de confirmer qu'il n'y a pas d'activité à la maladie. Et comment on va voir qu'il n'y a pas d'activité à la maladie? Pas de nouvelles lésions, pas de taux de gadolinium. Et donc, la surveillance d'un malade, aujourd'hui, ce qu'on entend, a complètement changé par rapport à il y a 10 ans. Avant, c'était juste les poussées. Aujourd'hui, la surveillance, c'est un combiné clinique et IRM. Pas de poussée 1 an après, c'est vraiment un élément rassurant. Mais je vais le confirmer également sur l'absence de l'évolution sur l'IRM. Pas de nouvelle lésion, pas de taux de gadolinium. Biologiquement, la maladie est maîtrisée, qu'elle soit ou non traitée. Et donc en pratique, le plus souvent,